Bonjour, une nouvelle de Guy de Maupassant, Boitel. À Robert Pinchon. Le père Boitel, Antoine, avait dans tout le pays la spécialité des besognes malpropres. Toutes les fois qu'on avait à faire nettoyer une fosse, un fumier, un puisard, à curer un égout, un trou de fange quelconque, c'était lui qu'on allait chercher. Il s'en venait avec ses instruments de vidangeur et ses sabots enduits de crasse, et se mettait à sa besogne en geignant sans cesse sur son métier. Quand on lui demandait alors pourquoi il faisait cet ouvrage répugnant, il répondait avec résignation. « Pardi, c'est pour mes enfants qu'il faut nourrir, ça rapporte plus qu'autre chose. » Il avait en effet 14 enfants. Si on s'informait de ce qu'ils étaient devenus, il disait avec un air d'indifférence. « N'en reste 8 à la maison. Il y en a un au service et 5 mariés. » Quand on voulait savoir s'ils étaient bien mariés, il reprenait avec vivacité. « Je les ai pas opposés. Je les ai opposés en rien. Ils ont marié comme ils ont voulu. Faut pas opposer les goûts, ça tourne mal. Si je suis ordureux, mais c'est que mes parents m'ont opposé dans mes goûts. Sans ça, j'aurais devenu un ouvrier comme les autres. » Voici en quoi ses parents l'avaient contrarié dans ses goûts. Il était alors soldat, faisant son temps au Havre, pas plus bête qu'un autre, pas plus dégourdi non plus, un peu simple pourtant. Pendant les heures de liberté, son plus grand plaisir était de se promener sur le quai où sont réunis les marchands d'oiseaux. Tantôt seul, tantôt avec un pays, il s'en allait lentement le long des cages où les perroquets à dos vert et à tête jaune des Amazones, les perroquets à dos gris et à tête rouge du Sénégal, les aras énormes qui ont l'air d'oiseaux cultivés en serre, avec leurs plumes fleuries, leurs panaches et leurs aigrettes, les perruches de toute taille, qui semblent coloriées avec un soin minutieux par un bon Dieu miniaturiste, et les petits tout petits oisillons sautillants, rouges, jaunes, bleus et bariolés, mêlant leurs cris au bruit du quai, apportent dans le fracas des navires déchargés, des passants et des voitures, une rumeur violente, aiguë, piaillarde, assourdissante, de forêts lointaines et surnaturelles. Boitel s'arrêtait, les yeux ouverts, la bouche ouverte, riant et ravi, montrant ses dents aux cacatoès prisonniers qui saluaient de leur huppe blanche ou jaune le rouge éclatant de sa culotte et le cuivre de son ceinturon. Quand il rencontrait un oiseau parleur, il lui posait des questions, et si la bête se trouvait ce jour-là disposée à répondre et dialoguer avec lui, il emportait pour jusqu'au soir de la gaieté et du contentement. À regarder les singes aussi, il se faisait des bosses de plaisir, et il n'imaginait point de plus grand luxe pour un homme riche que de posséder ces animaux, ainsi qu'on a des chats et des chiens. Ce goût-là, ce goût de l'exotique, il l'avait dans le sang comme on a celui de la chasse, de la médecine ou de la prêtrise. Il ne pouvait s'empêcher, chaque fois que s'ouvraient les portes de la caserne, de s'en revenir au quai comme s'il s'était senti tiré par une envie. Or une fois, s'étant arrêté presque en extase devant un araca monstrueux qui gonflait ses plumes, s'inclinait, se redressait, semblait faire des révérences de cour du pays des perroquets, il vit s'ouvrir la porte d'un petit café attenant à la boutique du marchand d'oiseaux, et une jeune négresse coiffée d'un foulard rouge apparut, qui balayait vers la rue les bouchons et le sable de l'établissement. L'attention de Boitel fut aussitôt partagée entre l'animal et la femme, et il n'aurait su dire vraiment lequel de ces deux êtres il contemplait avec le plus d'étonnement et de plaisir. La négresse, ayant poussé dehors les ordures du cabaret, leva les yeux et demeura à son tour tout éblouie devant l'uniforme du soldat. Elle restait debout en face de lui, son balai dans les mains, comme si elle lui eût porté les armes, tandis que l'Araraca continuait à s'incliner. Or le troupier, au bout de quelques instants, fut gêné par cette attention, et il s'en alla à petits pas pour n'avoir point l'air de battre en retraite. Mais il revint. Presque chaque jour, il passa devant le café des colonies, et souvent il aperçut à travers les vitres la petite bonne à peau noire qui servait des bocs ou de l'eau-de-vie aux matelots du port. Souvent aussi elle sortait en l'apercevant. Bientôt même, sans s'être jamais parlé, ils se sourirent comme des connaissances. Et Boitel se sentait le cœur remué en voyant luire tout à coup entre les lèvres sombres de la fille la ligne éclatante de ses dents. Un jour enfin il entra et fut tout surpris en constatant qu'elle parlait français comme tout le monde. La bouteille de limonade dont elle accepta de boire un verre demeura dans le souvenir du troupier, mémorablement délicieuse, et il prit l'habitude de venir absorber, en ce petit cabaret du port, toutes les douceurs liquides que lui permettait sa bourse.
C'était pour lui une fête, un bonheur auquel il pensait sans cesse, de regarder la main noire de la petite bonne verser quelque chose dans son verre, tandis que les dents riaient plus claires que les yeux. Au bout de 2 mois de fréquentation, ils devinrent tout à fait bons amis, et Boitel, après le premier étonnement de voir que les idées de cette négresse étaient pareilles aux bonnes idées des filles du pays, qu'elle respectait l'économie, le travail, la religion et la conduite, l'en aima davantage, s'éprit d'elle au point de vouloir l'épouser. Il lui dit ce projet qui la fit danser de joie. Elle avait d'ailleurs quelque argent laissé par une marchande d'huîtres qu'il avait recueilli quand elle fut déposée sur le quai du Havre par un capitaine américain. Ce capitaine l'avait trouvée âgée d'environ 6 ans, blottie sur des balles de coton dans la cale de son navire, quelques heures après son départ de New York. Venant au Havre, il y abandonna aux soins de cet écaillère apitoyé, ce petit animal noir caché à son bord. Il ne savait pas par qui ni comment. La vendeuse d'huîtres étant morte, la jeune négresse devint bonne au café des colonies. Antoine Boitel ajouta : « Ça se fera si les parents n'y opposent point. J'irai jamais contre eux, t'entends bien, jamais. Je vas leur en toucher 2 mots à la première fois que je me retourne au pays. » La semaine suivante, en effet, ayant obtenu 24 heures de permission, il se rendit dans sa famille qui cultivait une petite ferme à Tourteville, près d'Yvetot. Il attendit la fin du repas, l'heure où le café baptisé d'eau-de-vie rendait les cœurs plus ouverts, pour informer ses ascendants qu'il avait trouvé une fille répondant si bien à ses goûts, à tous ses goûts, qu'il ne devait pas en exister une autre sur la terre pour lui convenir aussi parfaitement. Les vieux à ce propos devinrent aussitôt circonspects et demandèrent des explications. Il ne cacha rien d'ailleurs que la couleur de son teint. C'était une bonne, sans grand avoir, mais vaillante, économe, propre, de conduite et de bons conseils. Toutes ces choses-là valent mieux que de l'argent aux mains d'une mauvaise ménagère. Elle avait quelques sous d'ailleurs, laissés par une femme qui l'avait élevée, quelques gros sous, presque une petite dot, 1500 francs à la caisse d'épargne. Les vieux, conquis par ses discours, confiant d'ailleurs dans son jugement, cédaient peu à peu quand il arriva au point délicat, riant d'un rire un peu contraint. « Il n'y a qu'une chose, dit-il, qui pourra vous contrarier. Elle n'est brun-blanche. » Il ne comprenait pas, et il dut expliquer longuement, avec beaucoup de précaution, pour ne point les rebuter, qu'elle appartenait à la race sombre, dont il n'avait vu d'échantillon que sur les images d'Épinal. Alors ils furent inquiets, perplexes, craintifs, comme s'il leur avait proposé une union avec le diable. La mère disait : « Noire ? Combien qu'elle est ? C'est-il partout ? » Il répondait : « Pour sûr, partout, comme t'es blanche partout, t'es. » Le père reprenait : « Noir ? C'est-il noir autant que le chaudron ? » Le fils répondait : « Peut-être ben un petit peu moins. C'est noir, mais point noir à dégoûter. La robe à monsieur le curé, elle est ben noire, et elle n'est pas plus laide qu'un surpliqué blanc. » Le père disait : « Y en a-t-il de plus noir qu'elle dans son pays ?» Et le fils convaincu s'écriait : « Pour sûr. » Mais le bonhomme remuait la tête. « Ça doit être déplaisant. » Et le fils : « C'est point plus déplaisant qu'autre chose, vu qu'on s'y fait en rien de temps. » La mère demandait : « Ça ne salit point le linge plus que d'autres, ces piots-là ? » Pas plus que la tienne, vu que c'est sa couleur. Donc après beaucoup de questions encore, il fut convenu que les parents verraient cette fille avant de rien décider, et que le garçon, dont le service allait finir l'autre mois, l'amènerait à la maison afin qu'on pût l'examiner et décider en causant si elle n'était pas trop foncée pour entrer dans la famille Boitel. Antoine alors annonça que le dimanche 22 mai, jour de sa libération, il partirait pour Tourteville avec sa bonne amie. Elle avait revêtu pour ce voyage chez les parents de son amoureux ses vêtements les plus beaux et les plus voyants, où dominaient le jaune, le rouge et le bleu, de sorte qu'elle avait l'air pavoisée pour une fête nationale. Dans la gare, au départ du Havre, on la regarda beaucoup, et Boitel était fier de donner le bras à une personne qui commandait ainsi l'attention. Puis dans le wagon de 3e classe, où elle prit place à côté de lui, elle imposa une telle surprise aux paysans que ceux des compartiments voisins montèrent sur leur banquette pour l'examiner par-dessus la cloison de bois qui divisait la caisse roulante. Un enfant, à son aspect, se mit à crier de peur, un autre cacha sa figure dans le tablier de sa mère. Tout alla bien cependant jusqu'à la gare d'arrivée, mais lorsque le train ralentit sa marche en approchant d'Yvetot, Antoine se sentit mal à l'aise, comme au moment d'une inspection quand il ne savait pas sa théorie. Puis, s'étant penché à la portière, il reconnut de loin son père qui tenait la bride du cheval attelé à la carriole, et sa mère venue jusqu'au treillage qui maintenait les curieux. Il descendit le premier, tendit le main à sa bonne amie, et, droit, comme s'il escortait un général, il se dirigea vers sa famille.
La mère, en voyant venir cette dame noire et bariolée en compagnie de son garçon, demeurait tellement stupéfaite qu'elle n'en pouvait ouvrir la bouche. Et le père avait peine à maintenir le cheval que faisait cabrer coup sur coup la locomotive ou la négresse. Mais Antoine, saisi soudain par la joie sans mélange de revoir ses vieux, se précipita, les bras ouverts, bécota la mère, bécota le père malgré l'effroi du bidet, puis se tournant vers sa compagne que les passants ébobis considéraient en s'arrêtant, il s'expliqua. « La v'là, je vous avais ben dit qu'à première vue, elle est un bain détournante. Mais sitôt qu'on la connaît, vrai de vrai, y a rien de plus plaisant sur la terre. Dites-y bonjour qu'elle ne s'émeuve point. » Alors la mère Boitel, intimidée elle-même à perdre la raison, fit une espèce de révérence, tandis que le père ôtait sa casquette en murmurant « Je vous la souhaite à votre désir. » Puis sans s'attarder, on grimpa dans la carriole, les deux femmes au fond sur des chaises qui les faisaient sauter en l'air à chaque cahot de la route, et les deux hommes par devant sur la banquette. Personne ne parlait. Antoine, inquiet, sifflotait un air de caserne, le père fouettait le bidet, et la mère regardait de coin, en glissant des coups d'œil de fouine, la négresse dont le front et les pommettes reluisaient sous le soleil comme des chaussures bien cirées. Voulant rompre la glace, Antoine se retourna. « Eh bien, dit-il, on ne cause pas ?»« Faut le temps, répondit la vieille. Il reprit. « Allons, raconte à la petite l'histoire des 8 œufs de la poule. » C'était une farce célèbre dans la famille, mais comme sa mère se taisait toujours, paralysée par l'émotion, il prit lui-même la parole et narra, en riant beaucoup, cette mémorable aventure. Le père, qui la savait par cœur, se dérida au premier mot. Sa femme bientôt suivit l'exemple, et la négresse elle-même, au passage le plus drôle, partit tout à coup d'un rire si bruyant, roulant, torrentiel, que le cheval excité fit un petit temps de galop. La connaissance était faite, on causa. À peine arrivé, quand tout le monde fut descendu, après qu'il eut conduit sa bonne amie dans la chambre pour ôter sa robe, qu'elle aurait pu tâcher en faisant un bon plat de sa façon, destiné à prendre les vieux par le ventre, il attira ses parents devant la porte et demanda le cœur battant. « Eh ben, qu'est que vous dites ?» Le père se tut. La mère, plus hardie, déclara. « Elle est trop noire, non vrai, c'est trop. J'en ai les sangs tournés. »« Vous vous y ferez, dit Antoine. »« Possible, mais pas pour le moment. » Ils entrèrent et la bonne femme fut émue en voyant la négresse cuisiner. Alors elle l'aida, la jupe retroussée, active malgré son âge. Le repas fut bon, fut long, fut gai. Quand on fit un tour ensuite, Antoine prit son père à part. « Eh ben, P, qu'est-ce que t'en dis ?» Le paysan ne se compromettait jamais. « J'ai point d'avis, demande à ta mé. » Alors Antoine rejoignit sa mère et la retenant en arrière. « Eh ben, mamé, qu'est-ce que t'en dis ?»« Mon pauvre gars, vrai, elle est trop noire. Seulement un petit peu moins, je m'opposerais pas. Mais c'est trop, on dirait Satan. » Il n'insista point, sachant que la vieille s'obstinait toujours, mais il sentait en son cœur entrer un orage de chagrin. Il cherchait ce qu'il allait faire, ce qu'il pourrait inventer, surpris d'ailleurs qu'elle ne les eût pas conquis, déjà comme elle l'avait séduit lui-même. Et ils s'en allaient tous les quatre appalant à travers les blés, redevenus peu à peu silencieux. Quand on longeait une clôture, les fermiers apparaissaient à la barrière, les gamins grimpaient sur les talus, tout le monde se précipitait au chemin pour voir passer la noire que le fils Boitel avait ramenée. On apercevait au loin des gens qui couraient à travers les champs comme on accourt quand on bat le tambour, des annonces de phénomènes vivants. Le père et la mère Boitel, effarés de cette curiosité semée par la campagne à leur approche, hâtaient le pas côte à côte, précédant de loin leur fils à qui sa compagne demandait ce que les parents pensaient d'elle. Il répondit en hésitant qu'il n'était pas encore décidé. Mais sur la place du village, ce fut une sortie en masse de toutes les maisons en émoi, et devant l'attroupement grossissant, les vieux Boitel prirent la fuite et regagnèrent leur logis, tandis qu'Antoine, soulevé de colère, sa bonne amie au bras, s'avançait avec majesté sous les yeux élargis par l'ébahissement. Il comprenait que c'était fini, qu'il n'y avait plus d'espoir, qu'il n'épouserait pas sa négresse. Elle aussi le comprenait, et ils se mirent à pleurer tous les deux en approchant de la ferme. Dès qu'ils y furent revenus, elle ôta de nouveau sa robe pour aider la mère à faire sa besogne. Elle la suivit partout, à la laiterie, à l'étable, au poulailler, prenant la plus grosse part, répétant sans cesse « Laissez-moi faire, madame Boitel », si bien que le soir venu, la vieille touchée et inexorable dit à son fils « C'est une brave fille tout de même, c'est dommage qu'elle soit si noire, mais vrai, elle l'est trop, je pourrais pas m'y faire, faut qu'elle retourne, elle est trop noire. » Et le fils Boitel dit à sa bonne amie « Elle ne veut point, elle te trouve trop noire. Faut te retourner, je te conduirai jusqu'au chemin de fer, n'importe, t'éluge point.
Je vais alors y parler quand tu seras parti. » Il la conduisit donc à la gare en lui donnant encore bon espoir, et après l'avoir embrassée, la fit monter dans le convoi qu'il regarda s'éloigner avec des yeux bouffis par des pleurs. Il eut beau implorer les vieux, ils ne consentirent jamais. Et quand il avait conté cette histoire que tout le pays connaissait, Antoine Boitel ajoutait toujours « À partir de ça, j'ai eu deux cœurs à rien, aucun métier ne m'allait plus, et je suis devenu ce que je suis devenu, un ordureux. » On lui disait « Vous vous êtes marié pourtant. » « Oui, je peux pas dire que ma femme m'a déplu, puisque j'y ai fait 14 enfants, mais c'est point l'autre, oh non, pour sûr, oh non. L'autre, voyez-vous, ma négresse, elle n'avait qu'à me regarder, je me sentais comme transporté. »